Bonjour à toutes et à tous. À titre de directeur du CRIF-PQ, il me fait plaisir de vous accueillir à ce webinaire ce midi. Donc, avant de débuter, je vais faire une petite biographie de notre conférencière d'aujourd'hui. Alors, Mélissa Bissonnette est professeure spécialisée dans la gestion de la diversité en milieu éducatif au sein du département d'éducation et pédagogie de l'Université du Québec à Montréal. Ses travaux de recherche se concentrent notamment sur la prise en compte de la diversité au sein des établissements scolaires et ce, par les équipes de direction, le personnel enseignant et l'ensemble des membres de la communauté éducative. Son intérêt se focalise principalement sur le développement d'une compétence interculturelle et inclusive dans le cadre d'une approche éducative globale, ainsi que sur l'identification des obstacles aux pratiques inclusives dans des environnements pédagogiques diversifiés. Enfin, Mme Bissonnette occupe également la fonction de directrice du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de l'éducation à l'UQAM, ainsi que du micro-programme de deuxième cycle en gestion administrative de l'éducation. Je vous laisse donc entre les mains de la professeure Mélissa Bissonnette et je vous souhaite une excellente conférence. Alors, à toi la parole, Mélissa. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Je vais déjà partager mon écran pour pouvoir commencer. Donc voilà, oui, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce midi, en fait, pour vous présenter, en fait, une recherche collaborative que j'ai réalisée, en fait, dans une école primaire pluriethnique et qui impliquait finalement l'ensemble d'une école, hein, pas seulement la direction ou le personnel enseignant, mais également les différents professionnels hein, qu'on retrouve dans une école, mais également aussi les membres, le service de garde de l'école. Donc, c'était l'ensemble de l'école. Alors, aujourd'hui, je vous présente justement ce webinaire qui s'intitule Le développement de pratiques inclusives en milieu scolaire, une démarche commune nécessaire. Donc voilà, sans plus tarder, écoutez, je vais vous présenter les grandes lignes, évidemment, du projet, c'est de vous résumer tout ça. D'abord, on va voir le contexte de la recherche, évidemment. On va voir les objectifs qui étaient associés à ce projet. Évidemment, on va voir le cadre scientifique qui a été utilisé tout au long du projet dans sa réalisation. Et on va évidemment voir les différentes phases de la recherche, en fait, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, et évidemment les résultats qui y sont associés. Et on va terminer avec quelques recommandations issues du projet. Donc voilà alors. D'abord et avant tout, quelques constats en lien avec le contexte de la recherche. Je vous dirais que le contexte dans lequel repose en fait l'étude touche l'impact des mouvements migratoires dans les sociétés à travers le monde hein, et qui fait en sorte de diversifier les populations, tant sur le plan des origines que, bon, par exemple, sur le plan linguistique. Donc, le Québec ne fait pas exception à cette situation et vit également une diversification au sein de sa population et inévitablement au sein des écoles, vous aurez compris. Donc, cette grande diversité dans laquelle nos jeunes élèves évoluent amène les différentes sociétés d'accueil à réfléchir évidemment au vivre ensemble. Dans un contexte de grande diversité, vous aurez compris. Or, lorsqu'on s'intéresse à la littérature, on constate que les formations, notamment initiales ou continues, euh, lorsqu'on a commencé le projet, en fait, était, comment je pourrais dire, ciblait peut-être davantage certains acteurs ou actrices du milieu, et ça de manière isolée. Donc, on voyait plus spécifiquement une formation destinée aux directions d'établissement, une formation destinée davantage au personnel enseignant, et ce qui faisait en sorte que lorsqu'on arrivait dans un milieu, on pouvait constater des inégalités hein, dans la compréhension de certains phénomènes, dans l'explication de certains, la compréhension en fait de certains éléments. Partant de ces constats-là, et le milieu évidemment doit
s'adapter, si je peux le dire, en fait, adapter ses pratiques afin d'assurer une réussite de tous les élèves, évidemment, mais assurer aussi de meilleures pratiques qui prennent en compte la diversité des caractéristiques, mais surtout des besoins et des droits de l'ensemble des élèves, inévitablement, notamment les plus vulnérables. Donc, à ce sens-là, il est essentiel que le personnel soit évidemment formé pour avoir évidemment les connaissances, les habiletés, mais les attitudes appropriées face à la diversité et parce que c'est vraiment dans des milieux scolaires que sont formés évidemment les citoyens de demain. Donc, étant sensibilisé à cette prise en compte de la diversité, un personnel scolaire serait plus à même de vouloir développer ce vivre ensemble-là chez les élèves de par des interventions culturellement adaptées selon les besoins et les droits et demandes des élèves. Alors, à ce moment-là, il est nécessaire encore que pour que les élèves soient témoins de pratiques inclusives présentes chez le personnel, il faut qu'il y ait eu une formation en conséquence. Hein. Puis on le dit, c'est pas toujours, comment je pourrais dire, le cas dans les écoles. Certains ont eu des formations, d'autres non. Donc, la littérature met de l'avant la nécessaire euh, l'importance, en fait, que ce soit perçu, en fait, comme une valeur qui est, somme toute, fondamentale et qui soit à la base de la mission de l'école, d'une vision claire de l'école et doit être cultivée de manière holistique. Et ça, c'est super important afin de favoriser l'inclusion et savoir vivre ensemble chez les élèves également. Donc, c'est vraiment à partir de l'approche inclusive qui somme toute, encourage vraiment les milieux d'apprentissage à se transformer afin de prendre en compte dans ses politiques, mais aussi dans ses pratiques, la diversité des réalités puis des besoins aussi des élèves, et ce, afin d'éliminer puis finalement assurer une équité, hein, évidemment une égalité de la réussite. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que le projet prendre naissance, si je peux dire, et considérant ça pour en arriver justement à cette optique-là, le projet se voulait une réponse aux lacunes possibles des formations, tant initiales que continues, qui étaient offertes et destinées, malheureusement, comme je le disais, un peu en silo. Donc, dans ce cas-là, le projet en tant que tel souhaitait favoriser l'émergence, en fait, d'une vision commune qui était partagée de pratiques inclusives, motivant une école entière à travailler finalement ensemble vers des objectifs qui sont communs et surtout élaborés de manière collaborative et ce, en tenant compte des perceptions, des besoins, mais aussi de l'expérience professionnelle de l'ensemble de l'école. OK? Pas seulement les gestionnaires ou le personnel enseignant, mais vraiment tout le monde. Toutes les personnes, en fait, qui ont à intervenir, hein, qui sont en contact, en relation avec les élèves. Donc, c'est dans cette optique-là que une question importante de la recherche était la suivante. Donc, comment favoriser des pratiques inclusives, cohérentes pour tous les acteurs et actrices d'une même institution scolaire? Donc, à ce moment-là, un des objectifs généraux, c'est ce que je présente aujourd'hui, était de développer et implanter des pratiques inclusives dans un établissement scolaire et d'écrire l'évolution dans le milieu. C'est bien beau, mais comment faire? Donc, pour être en mesure de bien identifier ces différents éléments avant et après une construction, peut-être ou une mise en place d'une formation sur les pratiques d'inclusion destinées à tous, euh, on a considéré le modèle de la praxis interculturelle de Sorrells. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui, somme toute, est polyvalent. C'est un modèle qui peut servir de base théorique, d'outil méthodologique, donc utiliser comme grille d'analyse, ou bien même utilisé comme cadre d'élaboration de formation. Donc, j'y voyais vraiment un élément très intéressant et également au sein du modèle en tant que tel, où on va vraiment un petit peu plus loin que certains autres modèles. Donc, concrètement, la praxis interculturelle de Sorrells a pour but, en fait, d'éveiller
la conscience des individus pour développer ou peut-être favoriser un agir socialement responsable face à l'autre qui est finalement différent culturellement parlant. Donc, pour Sorrows, à ce moment-là, le présente son modèle comme étant un plan qui permet d'unir finalement ses connaissances, ses compétences, ses capacités d'agir afin de créer un monde qui est plus juste et équitable. Donc, pour ce faire, elle propose 6 portes d'entrée ou plutôt dimensions, comme elle mentionne dans son modèle, qui, en fait, oriente vers des manières de penser, de réfléchir ou même d'agir en situation d'interaction avec des personnes culturellement différentes. Donc, concrètement, le modèle en question, vous le voyez à l'écran. Alors, il y a 6 dimensions, comme je le mentionnais. Alors, la première dimension est le questionnement, si je peux dire. Donc, qu'est-ce que c'est que le questionnement? Alors, ça fait référence, en fait, à un désir, en fait, ou une volonté de savoir, mais aussi de demander, de découvrir, d'apprendre de l'autre qui est, somme toute, différent de soi. Donc, ça implique comment je pourrais dire, de prendre des risques, qui est possiblement aussi se remettre, pardon, en question de notre, pas se remettre en question, mais plutôt remettre en question notre façon de voir le monde et en plus de nous amener à suspendre en fait son jugement. Donc, dans ce modèle-là, en fait, autrement, ben, la découverte ne serait pas possible. Donc voilà, c'est la première dimension du modèle qu'on a considéré évidemment dans le projet. Vient ensuite le cadrage. Donc, le cadrage correspond à une véritable prise de conscience des différents cadres de référence en présence dans une relation avec l'autre, soit de ses propres cadres et ceux de l'autre. Donc, concrètement, là, un cadre de référence, c'est quoi? C'est ma paire de lunettes qui me permet de voir et de comprendre le monde. OK? Et le cadrage amène à prendre en considération ces différentes euh, visions du monde à travers bon, c'est ça, peut-être une lunette, si je peux dire. Moi, c'est l'exemple que j'aime donner. Donc, le cadrage, ça s'inscrit finalement dans la poursuite de la découverte de l'autre, qui était la première dimension, le questionnement. Mais le cadrage porte une attention particulière à la relation, soit qui va influencer en fait la relation dans cette communication-là. Donc, on parle des aspects historiques, politiques, des aspects sociaux, organisationnels. Donc, pourquoi on doit considérer tout ça? Bien, parce que c'est à travers ce cadre-là, tous ces aspects-là qui donnent finalement une force peut-être à notre paire de lunettes. Euh, et c'est grâce à ça qu'on voit et on interprète le monde, en fait, qui nous entoure et ce qui fait sens pour nous, tout simplement. Donc, voilà. Alors, par la suite, nous avons le positionnement. Alors, cette troisième dimension est en fait correspond en fait à comprendre l'influence de nos appartenances, qu'elles soient géographiques, culturelles, sociales, politiques. Donc, de comprendre l'influence de nos appartenances sur la relation afin évidemment d'identifier comment nos différents groupes d'appartenance agissent sur nos perceptions, nos interprétations. OK? Et le positionnement implique notamment une prise de conscience des différentes tensions possibles liées au positionnement de chacun. Vient ensuite une quatrième dimension qui est le dialogue. Alors, le dialogue correspond finalement à l'application, c'est-à-dire la mobilisation des 3 précédentes dimensions où il existe vraiment une réelle réciprocité, ou une compréhension mutuelle, en fait, entre les 2 personnes qui sont en présence. Donc, le dialogue nécessite un partage, un lien entre 2 personnes qui sont potentiellement influencées mutuellement par cette relation-là.
Donc, ça va impliquer une qualité de la communication qui va encourager justement une connexion entre les participants parce qu'ils vont s'influencer l'un et l'autre. Donc, en étant conscient des différents cadres, des positionnements culturels, notamment des tensions possibles qui découlent de ces différences-là, le processus de dialogue va finalement encourager à atteindre, peut-être imaginer, expérimenter, mais aussi s'engager de manière euh, créative, en fait, vers des points de vue, des, 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 des pensées, des manières d'être, des manières d'agir qui, somme toute, sont différents de les nôtres. Donc, on est vraiment dans l'application des différentes dimensions précédentes, comme vous pouvez voir. Vient ensuite la réflexion ou le réflexif. Hein? Donc, cette dimension-là, peut-être que vous faites déjà une idée peut-être claire, hein, fait référence à une réflexion quant à ses propres pratiques professionnelles, et ce par introspection, observation et évidemment analyse. Pourquoi? Pour modifier au besoin ces interventions au sein de cette relation-là et de faire preuve d'un savoir-agir qui est respectueux au regard des caractéristiques et des besoins de cette relation-là. La dernière pas action, mais la dernière dimension est l'action, évidemment. Donc, comme vous le voyez à l'écran, la dimension action correspond à la résultante hein, des prises de conscience associées aux différentes dimensions précédentes, évidemment, et permet à la personne d'agir de manière à être socialement responsable en étant juste et équitable dans ses pratiques professionnelles. Comme Sorrell l'entend, l'action peut toucher notamment le fait de prendre conscience de nos gestes. Hein? Donc, ceux qui sont posés, mais ceux aussi qui ne sont, les gestes qui ne sont pas posés. Donc, c'est très important cet aspect-là, donc l'agir à ce moment-là peut être regardé de ces deux sens-là, évidemment. Donc voilà. Alors, considérant le contexte que je vous ai décrit quelque peu précédemment et le cadre de la praxis interculturelle, un des objectifs spécifiques, je dis bien spécifiques, de la recherche était d'analyser les pratiques déclarées des différents membres du personnel scolaire au regard de la praxis interculturelle, et ce, avant et après la co-construction et la mise en place d'une formation commune. Donc, de qui je parle ici? Hein? Je le dis une seconde fois, les directions d'établissement, le personnel enseignant, les professionnels au sein de l'école et les membres du service de garde. Donc, pour en arriver à cet objectif-là, évidemment, j'ai privilégié une recherche collaborative. Hein? Donc, pourquoi? Hein? Bien, parce que la recherche collaborative va impliquer un projet d'investigation pour un chercheur, hein, parce qu'on va questionner des éléments précis en lien avec bon, la pratique ici. Mais la recherche collaborative euh, permet aussi, c'est aussi un projet de perfectionnement pour les praticiens. Donc, une espèce de relation gagnant-gagnant ici. Donc, considérant ça, le projet s'est réalisé en quatre phases précises. Donc, d'une part, une première phase qui était une collecte de données pour savoir qu'est-ce qui se passait dans le milieu. Ensuite, une seconde phase où il y a eu une co-construction d'une formation. Vient ensuite la phase 3 où il y a eu une formation offerte. Et enfin, la quatrième phase qui est une seconde collecte de données à ce moment-là. Évidemment, ces différentes phases-là ont été réalisées une fois que un milieu est accepté de participer au projet. Hein. Donc, pour ce faire, on avait
identifier, cibler certains établissements qui répondaient à certains critères, évidemment, de sélection. Évidemment, on visait une école primaire et au Québec, évidemment, et qui accueillait un peu plus de 40 d'élèves issus de l'immigration et surtout qui était situé à l'extérieur de l'île de Montréal. Pourquoi? Ben parce que, notamment parce que les recherches sont peut-être moins abondantes hein, dans les écoles pluriethniques hors Montréal et ces milieux n'ont pas nécessairement accès à autant peut-être de ressources comme par exemple des services, les organismes communautaires ou des formations plus près des établissements et tout ça. Donc, c'était vraiment dans cette perspective-là. Une fois ciblé, bon, on a présenté le projet et heureusement, rapidement, une école a dit oui, on embarque. Donc, donc voilà. Alors, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, la première phase était la collecte de données hein, dans le milieu. Donc, elle s'est réalisée par l'entremise, en fait, d'entretiens semi-dirigés qui ont eu lieu en 2021, dans l'année scolaire 2021-2022. Et les thèmes abordés lors de cette entrevue individuelle reposaient notamment sur les différentes dimensions de la praxis interculturelle, évidemment, le cadre que je vous ai présenté, de même que sur différentes pratiques hein, qui peuvent être déployées dans leur milieu. Donc, les participants étaient recrutés, hein, évidemment, et ont été amenés à partager leur perception aussi quant aux défis et peut-être aux besoins hein, en lien avec les connaissances, les attitudes et les habiletés nécessaires à développer hein, selon les participants et peut-être à développer au sein de l'équipe école également. Donc, cette première collecte de données-là a finalement permis d'identifier des besoins déclarés en matière de formation et ce pour l'ensemble du personnel de l'école en question. Donc, ici, évidemment, on était dans une posture interprétative. Les données en soi, c'était évidemment le discours du personnel scolaire qu'on a rencontré. C'était un échantillonnage non, intentionnel non probabiliste, hein, évidemment. Donc, à ce moment-là, on a eu 21 personnes qui se sont portées volontaires, hein, qui ont participé à cette première collecte de données. Et une fois traité, le tout a été analysé avec le logiciel NVivo hein, pour faire ressortir euh, grandes tendances qui sortaient, là, les éléments importants du discours, hein, évidemment. Alors, à ce moment-là, nous avons rencontré évidemment des directions, des enseignants, des professionnels, des éducatrices, évidemment. Donc, une variété d'expériences hein, professionnelles également, donc des personnes qui commençaient tout juste à des personnes qui avaient plus de 20 ans d'expérience et les personnes rencontrées étaient âgées entre 35 et 55 ans. Et finalement, aussi, dans notre échantillon, il y avait 17 personnes nées au Canada et 4 personnes nées à l'extérieur du Canada. Donc, à la suite de cette collecte de données-là, l'analyse nous a permis d'identifier certains éléments. OK? Donc, en lien avec le cadre de la praxis interculturelle, inévitablement. Donc, en ce qui concerne le questionnement, hein, une des dimensions du modèle, je vous dirais que, bon, la majorité des, des participants, bon, semblaient maîtriser quand même à différents degrés cette dimension-là. Or, c'est pas tout le monde hein, qui était conscient peut-être des origines des élèves ou des impacts que ça peut avoir sur leur cheminement scolaire, émotionnel et personnel. Donc, on a quand même constaté dans les propos un certain color blindness, c'est-à-dire cette tendance à
ne pas voir hein, la culture ou l'origine des élèves en se disant ben, un élève, c'est un élève, et en laissant de côté possiblement ce qui peut influencer son parcours, son cheminement scolaire, comme par exemple son parcours migratoire, des choses comme ça. Donc, ça laisse entrevoir ça. Et malgré les efforts, il y avait quand même quelques jugements parfois qui apparaissaient dans le discours. Hein. Donc, à ce moment-là, un défi relevé, ben, ça serait évidemment, ça touchait davantage de peut-être développer peut-être l'ouverture à ce moment-là. Donc, développer l'ouverture, adopter peut-être apporter des nouvelles connaissances ou pousser davantage certains éléments pour permettre finalement d'avoir un langage commun et de développer une certaine curiosité et peut-être une suspension du jugement justement au sens de cette dimension du modèle. Autrement, pour ce qui est du cadrage, en fait, certaines personnes parlaient en fait d'une capacité d'adaptation afin de s'ajuster évidemment aux élèves, de faire des liens hein, entre leur cadre de référence à eux, à leur propre paire de lunettes, pour les aider à comprendre. Donc, ces participants parlaient de la nécessité de d'être compréhensible, de se mettre à la place de l'autre, évidemment. Il y avait une participante qui disait justement que c'était une richesse, justement, d'avoir cette belle diversité dans son milieu. À ce moment-là, il faut comprendre que c'est pas tous les participants qui semblaient avoir conscience, en fait, du cadrage, hein, du cadre de référence qui diffère d'un élève à l'autre, ni l'impact possible que ça peut avoir sur leur compréhension du monde. Donc, je me souviens d'une personne qui disait, ne pas tenir compte finalement de l'histoire migratoire des élèves parce que finalement, ça changerait pas grand-chose à sa vie en tant que professionnel. Donc, certains éléments comme ça avaient été mentionnés en lien avec le cadrage. Donc, à ce moment-là, euh, ce sont pas des éléments qui étaient nécessairement maîtrisés par tous de manière égale, hein, vous aurez compris. Donc, le cadrage, donc tous ces participants-là, ben, avaient quand même cette capacité d'aller un petit peu plus loin que le comportement, puis de saisir derrière tout ça, c'était pas une évidence. Hein. Parfois, on n'allait pas nécessairement valider la perception de nos perceptions, en fait, et pouvait amener comment je pourrais dire, certaines difficultés peut-être à comprendre tout simplement et échanger justement. Vient ensuite le positionnement. Alors, le positionnement, la majorité des participants qui semblent en prendre en compte hein, dans leur cadre de référence, là, les élèves tentent de se positionner de manière à bien intervenir. Hein. Donc, évidemment, c'est pas la majorité hein, qui prennent en compte le cadre de référence à ce moment-là, évidemment, et comment ça peut avoir un impact, le positionnement en question. Hein? Il y a quelques personnes rencontrées hein, qui font preuve, comment je pourrais dire, je pense à une situation où une personne me disait, être consciente de son statut de femme blanche et comment parfois ça peut euh, empêcher de bien comprendre les problématiques vécues, les problématiques de racisme vécues peut-être par ses élèves ou ses collègues. Mais essaie tout de même de comprendre malgré son positionnement. Donc, cette personne-là témoignait clairement de l'influence de son positionnement. Ben, c'est sûr que c'était pas l'ensemble, hein. Évidemment, certaines personnes ressentaient possiblement du malaise hein, à aborder certains éléments, utiliser leur positionnement pour peut-être aborder des sujets sensibles notamment. Donc voilà. Pour ce qui est du dialogue maintenant,
La majorité des participants, quand même, semblaient atteindre un niveau, comment je pourrais dire, minimum là, de la dimension dialogue, c'est-à-dire qu'elles vont s'intéresser aux élèves, parfois à leur culture, leur parcours, à leur, bon, différents éléments, leur religion à la limite. Par contre, évidemment, ce ne sont pas toutes les personnes rencontrées qui manifestent suffisamment d'ouverture et sont suffisamment conscients peut-être pour comprendre l'influence de leur propre culture sur leur vision du monde et les comportements, évidemment. Donc, à ce moment-là, il y a des préjugés qui sont ressortis ici et dans une certaine proportion et a été identifié finalement sur possiblement des éléments à améliorer, vous aurez compris. Pour ce qui est de la réflexion maintenant, hein, une autre la cinquième dimension du modèle, la la praxis interculturelle, pour ce qui est de la pratique réflexive, ben, ça a été jugé essentiel, hein, évidemment, dans une proportion importante. Hein. Et ça semble rendre compte que ça nous permet de changer nos préjugés et tout ça, de se questionner, de réaliser, de prendre, de s'informer et tout ça. Donc, de changer les choses. Et mais quand même, cette dimension-là n'est pas toujours évidemment mise de l'avant et c'est plus difficile pour certaines personnes de faire une certaine pratique réflexive. Hein. Donc, c'est pas, d'après ce qu'on a vu, c'est pas tout le monde qui, justement, euh, étaient ouverts à réfléchir sur leur pratique et selon évidemment la définition de Sorrell, car elles semblaient rester aux prises avec certains préjugés, notamment lors de certaines réflexions face à des situations interculturelles qui étaient exposées ou abordées en rencontre et en entrevue et témoignaient peut-être d'un manque de développement de certaines dimensions précédentes, vous aurez compris. Enfin, vient la dimension action. Donc, plusieurs participants posent des actions significatives et porteuses hein, à ce moment-là d'équité, comme donc de prendre la décision de se renseigner régulièrement, animer des discussions, partager des outils, des ouvrages, aborder les fêtes traditionnelles avec les élèves, sensibiliser les collègues. Donc, déjà plusieurs actions. Or, évidemment, ce n'était pas la majorité, hein, évidemment. Et à ce moment-là, parfois, par manque de méconnaissance, certaines actions pouvaient malheureusement, ça partait d'une bonne intention, mais malheureusement, parfois, ça faisait en sorte que comment je pourrais dire, l'action, ben, passait à côté de son objectif. Et là, j'ai en tête la situation d'une personne qui me disait ah oui, la personne avait finalement utilisé des objets sacrés dans sa classe, elle ne le savait pas, pour faire une certaine monnaie scolaire. Évidemment, ça a créé un malaise, mais ça partait quand même une bonne intention, mais par manque de connaissances, a occasionné finalement un malaise et la personne se sentait mal par rapport à ça. Hein. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là, c'est ce qu'on mettait de l'avant justement. Ce que mettait de l'avant, en fait, l'analyse des premières données, si je peux dire, qu'on avait recueillies. Et à ce moment-là, ça a été le point de commencement de la deuxième phase du projet, qui était la co-construction d'une formation. Euh, je vous dirais que de par le, le, le type de recherche qui était priorisé, donc la recherche collaborative, à ce moment-là, ça implique notamment qu'il y ait dans ce type de recherche-là une pertinence du projet pour les praticiens. Ça implique également qu'il y ait une approche de développement professionnel pour les praticiens et aussi de collecte de données, comme je le disais, et une production qui est réalisée en co-construction à l'intérieur même du milieu. Et c'est ce qu'on a fait justement en mettant en place un comité de co-construction pour répondre aux besoins du milieu issus de la collecte de données.
Donc, concrètement, euh, on a mis en place ce comité-là dans l'école qui était composé de 9 personnes, donc et qui représentait l'ensemble des catégories du personnel. Ok, donc concrètement, il y avait un membre de la direction, 3 membres du personnel enseignant, un membre représentant du personnel professionnel, un membre représentant le service de garde scolaire. Il y avait également aussi une personne qui agissait comme médiatrice interculturelle au centre au centre de service scolaire, pardonnez-moi, qui était rattaché à l'école. Et enfin, le comité était complété par moi en tant que responsable du projet de recherche et une auxiliaire de recherche à ce moment-là. Donc, 9 personnes qui étaient rassemblées, qui a eu plusieurs rencontres durant le projet et qui avaient pour tâche d'une part de réagir face aux résultats de la première collecte de données euh, afin qui exposait possiblement des besoins, des éléments euh, à approfondir et qui a finalement a amené à co-construire ensemble une formation, en fait, qui était destinée à l'ensemble de l'école. OK? Et on a abordé ensemble les contenus, les modalités, le format, les dates, quelle forme ça allait prendre, qu'est-ce qu'on voulait, quels moyens, tout ça. Tout ça a été abordé, présenté, discuté en comité, justement, et ça pour répondre aux besoins des différents membres de l'équipe école et surtout développer une vision commune pour bien prendre en compte la diversité et mettre en place ou peut-être développer des pratiques inclusives. Donc, ce faisant, une formation a été effectuée et offerte finalement à la phase 3 du projet. Et cette formation-là a été offerte à l'hiver 2023, comme vous le voyez à l'écran, et ce, à l'ensemble du personnel de l'école primaire pluriethnique. Et pour vous donner une idée, ça a été 2 demi-journées, hein, parce que la formation durait 5 heures. Donc, une première demi-journée, il y a eu 50 personnes qui ont assisté à la formation. Et la deuxième demi-journée, il y a eu 39 personnes et cette formation-là, la deuxième demi-journée, avait lieu 2 semaines plus tard après 2 semaines. Donc, voilà. Et évidemment, l'écart s'explique par le fait qu'il y a eu des absences, que ce soit des maladies ou des rendez-vous. Donc voilà. Les thèmes abordés, hein, qui ont été discutés en comité, évidemment. Donc, ça touchait la première formation, la première demi-journée, ça touchait le parcours migratoire, le processus d'intégration, les dimensions de l'intégration, les différents mécanismes d'exclusion, hein, les préjugés, le racisme, comment l'identifier, à quoi ça ressemble, des exemples et tout ça. Et enfin, la deuxième demi-journée, euh, il y avait ce désir-là d'aborder le concept de culture, de cadre de référence, hein. On a abordé aussi le continuum individualiste-collectivisme, évidemment. Toute la communication interculturelle aussi. Les sujets sensibles, hein. Comment aborder les sujets sensibles? Donc, on s'est référé évidemment à des publications qui existaient déjà aussi, qui impliquent les recherches de divers collègues, hein, évidemment, dans le domaine. Et tout ça s'est fait autour de périodes de réflexion en groupe, d'échanges, d'activités. Il y avait des témoignages dans ces formations-là, des vidéos, des vidéos, des échanges et tout ça. Et pour des besoins logistiques, évidemment, le personnel du service de garde a eu la formation en même temps parce que c'était une journée pédagogique. Donc, on sait qu'il y a des élèves qui vont à l'école pour les journées pédagogiques. Donc, on a offert 2 fois finalement la formation numéro 1, 2 fois la formation numéro 2, si je peux le dire, là, pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux 5 heures de formation, le même contenu à ce moment-là. Alors, voilà.
À la suite de cette formation-là, un questionnaire a immédiatement été demandé, en fait, a été complété par les différents participants aux formations, c'est-à-dire à chaud, là, immédiatement à la fin. Là, c'était la dernière étape de chacune des demi-journées. On leur posait des questions, savoir sur différents éléments en lien avec la formation. Donc, lorsqu'on fait l'analyse descriptive des données recueillies par le questionnaire, bien, on constate qu'en général, une forte proportion des répondants ont indiqué être satisfaits de la formation. Donc, on parle de 92,4%. C'était relativement stable là, au niveau de la satisfaction là, entre la première demi-journée, la deuxième demi-journée. On parle de 92% et 92,1%. Donc, c'était somme toute assez stable. Dans une question ouverte, les participants ont été également invités à identifier de quelle manière la formation leur serait utile en contexte professionnel. Donc, à cet égard-là, il est possible de constater qu'à la suite de chacune des formations, les participants ont déclaré que celles-ci avaient pour effet de les rendre plus sensibles, notamment à la réalité immigrante, hein? Donc dans une proportion de 30%. Ainsi, on parle aussi d'une réflexion accrue hein, dans une proportion de 9%. Et voilà. Et ce qui est intéressant, parce qu'on voulait améliorer les pratiques, hein, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que en moyenne, seulement 6% ont déclaré que cela que la formation allait influencer leur pratique quotidienne. Donc là, on est un peu, on se pose la question, bon, OK, mais voilà, c'est les résultats qui sortent. À l'affirmation, cette formation répond à un besoin présent dans le milieu. Plus de 92% encore là des participants ont déclaré que la formation répondait vraiment à un besoin présent dans le milieu. Et, euh, et ça fait sens parce que cette formation-là, elle a été co-construite avec des gens représentant hein, le milieu, donc qui répondent aux besoins, évidemment, qui sont sensibilisés. Et voilà, donc ça, on était bien content, évidemment, de constater ce pourcentage-là. Quant au possible impact de la formation sur les pratiques des collègues, une très forte majorité, soit 91% des participants, ont énoncé croire en l'impact positif de la formation sur les pratiques des collègues. Donc, 6%, ils voient que ben, ça va être peut-être utile ça va être utile pour leur propre pratique, mais lorsqu'on pose la question pour les collègues, là, la proportion est beaucoup plus grande. Donc oui, ça va être utile pour évidemment l'impact positif pour la pratique des collègues. Donc ça, c'est intéressant, un peu rigolo à constater évidemment. Enfin, dans une dernière question ouverte, les participants ont été invités à cibler les aspects hein, de la formation qu'ils auraient aimé explorer davantage. Donc, à cet égard, 34% ont dit que la formation était complète. Et dans une même proportion, on a mentionné qu'ils auraient aimé avoir plus d'exemples d'applications en lien avec leur pratique. Donc, ça reste toujours, puis c'est pas la première fois que je vois ce genre de commentaires-là. On voudrait toujours avoir plus d'éléments, d'exemples pratiques à ce moment-là, mais tout ça a été élaboré avec le comité, évidemment. Donc voilà. Alors, c'est intéressant à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'environ 10% ont signifié vouloir en approfondir davantage, hein, d'avoir davantage, d'approfondir leurs connaissances en ce sens. Et ça, c'est très intéressant dans le sens où la formation peut-être ouvert une porte, ou ça peut-être, comme j'aime dire, semer une petite graine qui fait en sorte que ça va germer, et là, oups, on arrive à une plus grande curiosité. Et ça, c'est très intéressant et très important, notamment en lien avec le modèle de la praxis interculturelle, qui est le questionnement, hein, développer cette curiosité-là, ben, je trouve ça intéressant que 10% ont quand même signifié qu'ils aimeraient en connaître davantage. Donc voilà. Ça nous amène à la quatrième phase. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que à la suite, si on veut, en fait, l'objectif spécifique, c'était
d'évaluer, non, d'analyser, pardonnez-moi, l'évolution possible des pratiques déclarées. Et une seconde série d'entrevues a été réalisée en juin 2023. C'est ça pour justement en arriver à atteindre cet objectif-là, hein, puis voir qu'est-ce qu'il y en est réellement. Alors, le même guide d'entrevue a été utilisé pour réaliser la seconde série d'entrevues et pour pouvoir possiblement mettre à jour des modifications possibles dans le discours et les perceptions des participants quant à leur propre pratique inclusive et celle aussi de leur milieu, mais ça, à la suite de la formation qui a été faite à ce moment-là, quelques mois auparavant. Donc, c'était 2 mois et demi, 3 mois à ce moment-là. Donc, dans le cadre de cette deuxième collecte de données, 21 personnes ont également participé à cette deuxième série d'entrevues. Malheureusement, seulement 10 personnes ont participé aux deux séries, soit avant et après la formation. Donc, cette situation-là s'explique malheureusement par le fait que durant le projet, il y a eu une redéfinition du territoire de l'école, ce qui a amené que certaines personnes du milieu ont dû quitter, hein, et ces personnes-là avaient participé notamment à la première collecte de données, ce qui fait qu'on les a perdues, ces personnes-là, en chemin, et voilà. Mais ça fait partie hein, des recherches, évidemment. Donc, on peut se référer sur vraiment pour voir sur 10 personnes à ce moment-là. Par chance, c'est des données qualitatives, donc on peut aller approfondir leur discours, évidemment, leurs propos. Donc, c'était exactement les mêmes éléments. À ce moment-là, encore là, il y a certaines variantes hein, dans les 21 personnes, notamment que là, il y avait une personne de moins qui était née à l'extérieur du Canada, mais que les âges aussi, c'était au lieu d'être à partir de 35 ans, c'était à partir de 30 ans. Donc, voilà, encore une variété, donc une représentation importante de caractéristiques personnelles, évidemment. Les résultats associés à cette seconde collecte de données. Donc, ça, on se réfère toujours au modèle de la praxis. Donc, à ce moment-là, en lien avec le questionnement, on se souvient que, bon, on voulait développer l'ouverture, la curiosité, la suspension du jugement. Et à ce moment-là, les résultats montrent quand même une certaine augmentation de la curiosité et de l'ouverture. Comme par exemple, en entrevue, il y a une personne qui spécifiait justement qu'avant la formation, elle constatait par exemple que les élèves asiatiques avaient à l'école le samedi. Et cette personne dit même en entrevue, et je vous cite, avant la formation, je me disais, ben, pourquoi ils vont à l'école le samedi? Je comprends pas, on est au Québec. Donc, vous comprenez, la personne, elle est elle-même critique par rapport à elle-même et dans sa manière d'interpréter les choses. Donc, de par le fait qu'elle est davantage une plus grande ouverture à ce moment-là, elle porte moins jugement. OK? Donc, la formation semble avoir contribué à mieux comprendre les réalités de l'autre et moins peut-être porter de jugement pour certaines personnes. Même chose avec une autre personne qui mentionne ceci textuellement. Je trouve ça plus facile maintenant à accepter, comprendre. Puis je me rends compte que peut-être que j'avais du jugement avant, mais je ne l'appelais pas comme ça. On a beaucoup parlé pendant la formation qu'on se rendait pas compte qu'un parent peut nous paraître demandant. Ben, c'est parce qu'il ne vient pas d'ici, puis il ne connaît pas tout, comment ça fonctionne et tout ça. Donc, encore là, de se remettre tu sais, de réfléchir, porter moins de jugement. Donc, on voit la possible augmentation de l'ouverture, puis de la curiosité, puis de suspension du jugement, évidemment. Le cadrage, maintenant. On visait à développer le réflexe, notamment de validation de sa perception, puis de la prise, de la conscience, en fait, de la réalité culturelle, peut-être des autres. Les résultats montrent qu'il y a une meilleure compréhension des enjeux auxquels sont confrontés les élèves, notamment issus de l'immigration, comme par exemple la capacité d'intégrer les multiples perspectives, soit le cadre de référence de chacun,
qui est influencé par l'environnement là, socioculturel des élèves. Comme je dis, a été favorisé à la suite de la formation. Par ailleurs, il y a une des personnes rencontrées qui disait que elle, puis je trouve ça intéressant, elle savait maintenant que ses lunettes à elle ne sont pas les seules lunettes qui existaient. Donc, elle tenait, qu'elle tenait à voir à travers maintenant les lunettes de l'autre. Donc, c'est ça, c'est un réflexe qu'elle fait de plus en plus. C'est qu'auparavant, ben, il y avait juste sa lunette, une lunette qui existait. Et maintenant, ben, c'est ça, ça l'a évolué et elle en a pris conscience, notamment à la suite de la formation. Donc, très intéressant et ça touche le cadrage. Maintenant, le positionnement. Alors, le positionnement, ben, on constate une conscience approfondie de sa position de pouvoir, notamment de son cadre de référence, l'impact de sa culture sur son comportement. Et à ce moment-là, une plus grande adaptation des interventions, notamment. Et conséquemment, l'analyse des données démontre une prise de conscience chez plusieurs participants à ce moment-là, en lien avec leur positionnement de personnes privilégiées. Hein? Une personne donne notamment un exemple que je vais vous lire ici. Euh, Ça me rappelle, vous avez dit en formation, c'est rassurant pour l'enfant de pouvoir retrouver quelqu'un qui parle sa langue maternelle. Moi, si j'étais parachutée demain matin au Japon ou en Chine, puis qu'on me demandait de parler uniquement leur langue, ben, je serais complètement perdue. Donc, on voit ici vraiment une certaine prise de conscience très intéressante ici sur leur positionnement, comment, en étant conscient de ça, justement, on peut en amener à modifier, adapter justement les pratiques, évidemment. Ensuite, le dialogue. Le dialogue, on voulait davantage développer le réflexe de validation des perceptions, de ses connaissances, hein, puis améliorer la communication interculturelle. C'est ce qui était issu justement de l'analyse de la première collecte de données. Alors, dans les situations impliquant la diversité ethnoculturelle, au terme de la seconde collecte de données, l'analyse révèle que les participants rapportent quand même une augmentation de la collaboration puis un meilleur vivre ensemble. Donc, cette dimension-là, hein, je le rappelle, implique la validation de sa propre compréhension de la réalité de l'autre, les répercussions que ça va toucher, les approches pour favoriser l'émergence hein, d'un dialogue où dans les pratiques peuvent être davantage respectueuses et en déployant justement toutes les autres dimensions, hein, donc le positionnement, le questionnement, le cadrage et tout ça. Donc, à ce niveau-là, il y a un exemple d'une personne qui a mentionné quant aux enfants qui ne célèbrent pas Noël. Elle mentionne ceci. Au retour de Noël, tout le monde nous dit ah, j'ai reçu une Switch. Ah, moi, on a été en voyage. Mais ceux qui ne fêtent pas Noël et n'ont pas de cadeaux, peut-être que ça leur fait de la peine que tout le monde autour d'eux ait des cadeaux. Donc, j'essaie de voir plus loin. Mais avant, je voyais pas l'impact que ça pouvait avoir, les paroles qu'on peut avoir et tout ça. Donc, encore là, critique par rapport justement à ou une prise de conscience de possiblement ce qui était mis de l'avant au préalable dans le dialogue, hein, comment on peut intervenir et tout ça. Donc, très intéressant. Donc, une certaine mobilisation des diverses dimensions précédentes au dialogue a été constatée. Donc, c'est très intéressant. Les réflexions, à ce moment-là, le réflexif, en fait, on vous a développé davantage l'habitude de faire de la pratique réflexive et aussi d'établir des moments de pratique réflexive en groupe. Hein. C'était ce qui ressortait notamment de la première analyse. Et au terme de la seconde collecte de données, lorsque on analyse les résultats, on constate quand même une augmentation dans les propos hein, de comportement de réflexion, de comportement de questionnement, validation, de réflexion associée à tout ça, en fait. Donc, plus spécifiquement, des efforts, justement, rapportés par certaines personnes
qui questionnent leurs pratiques. Hein. Par exemple, une personne a mentionné en entrevue que la formation lui a clairement permis de départager. Hein. Est-ce que ça, est-ce que c'est qu'il n'a pas compris la consigne ou à cause du mot en français ou c'est parce que c'est un problème de compréhension du concept? Donc, la personne apporte que ça lui a appris à se dire, OK, là, je fais mon évaluation. Il faut vraiment que je fasse attention à bien comprendre où sont les difficultés. Donc, de réfléchir à les possibles difficultés sans nécessairement se dire, ah, ben, il n'a pas compris. Hein? Donc, amener d'autres nuances à cette interprétation-là. Donc, en questionnant ses propres réflexions et sa propre pratique. Enfin, l'action. Donc, le but, c'était d'améliorer la compréhension du cadre de référence, la capacité de positionnement et tout ça, mais surtout encourager les actions positives et inclusives. Donc, les résultats à la suite de la seconde collecte de données ben, montrent une confiance accrue pour aborder et intervenir dans des situations qui impliquent différents enjeux ethnoculturels, mais aussi des enjeux liés aux mécanismes d'exclusion. Par exemple, en entrevue, certains participants ont mentionné des exemples d'actions possibles qu'ils pourraient mettre en place pour favoriser justement l'inclusion et qui sont basées davantage sur la mise en place de changements, par exemple, fonctionnels. Euh, il y en a une personne qui dit clairement ceci textuellement. Je réfléchis tout haut, là, mais ça pourrait être éventuellement une bonne idée d'essayer d'intégrer les enfants des classes d'accueil à nos groupes, à nous, les groupes plus réguliers, que ce soit en classe ou même dans les groupes de services de garde. Donc, on voit à travers le discours des différentes entrevues analysées, on a constaté plus d'éléments en lien avec cette dimension d'action-là, au sens, comme le définit Sorrells, et un désir plus accru de poser des actions, justement, d'équité, évidemment. Donc voilà. Au terme de la recherche, bien évidemment, tout n'est pas parfait et il y a quand même du travail à faire, hein, à accomplir encore. En effet, malgré des discours qui ont été modifiés en termes de pratiques déclarées au regard du modèle qu'on a utilisé, ben, il y a encore des personnes qui, dans les milieux, pas propres nécessairement à, à ce milieu-là, mais on sait dans les différents milieux qui peuvent, comment je pourrais dire, euh, présenter une certaine forme de résistance au changement. Hein? Et à ce moment-là, ben, faut continuer d'aller rechercher comment justement en amener à ce qu'il y ait une plus grande proportion de personnes qui justement mettent de l'avant des pratiques plus inclusives, qui est cette prise de conscience encore plus importante justement dans nos milieux. Toutefois, la recherche a permis d'émettre peut-être quelques recommandations pour promouvoir justement des pratiques inclusives dans les écoles et surtout inciter le personnel à adopter cette approche-là, évidemment. Donc, d'une part, établir une culture inclusive. Donc, c'est de créer une culture où l'inclusion est vraiment centrale en valorisant finalement la diversité, en favorisant un environnement de soutien pour les élèves. Donc, cette vision-là, pardonnez-moi, doit être partagée finalement par toute l'équipe pédagogique, toute l'équipe de l'école finalement, pour générer un changement qui va être durable. Hein. Donc, cette approche euh, holistique, là, évidemment. Promouvoir la collaboration. Donc, impliquer tous les membres du personnel à des formations continues collaboratives hein, pour pouvoir échanger sur les meilleures pratiques, pour partager des solutions aux défis d'inclusion et surtout avoir un langage et une compréhension commune de ces défis-là et faire sens, justement. Donc, ne pas travailler en silo, c'est ça que ça veut dire en gros. Adapter les pratiques pédagogiques et les interventions. Hein? Donc, encourager le personnel à ajuster
ces méthodes afin de répondre aux besoins et variés des élèves, évidemment, en offrant des activités qui sont, somme toute, différenciées. Donc, on s'adapte. Et ça va nécessiter justement de analyser et sensibiliser, et avoir une certaine sensibilisation du personnel aux besoins, aux réalités des élèves. Donc, si on veut s'adapter, il faut justement favoriser l'identification des besoins et des réalités. Donc, s'assurer que les efforts inclusifs soient pertinents pour les élèves. Donc, il faut justement procéder à cette analyse-là préalable. Enfin, euh, reconnaître et éliminer les obstacles. Ben, c'est d'identifier, éliminer les barrières qui vont finalement empêcher les élèves ou certains élèves peut-être à participer pleinement à la vie scolaire, notamment parce qu'il peut y avoir des pratiques d'exclusion qui ont malheureusement émergé comme besoin dans le milieu. Donc, en identifiant, en étant capable de les identifier, en étant capable de passer à l'action pour les diminuer, ben, c'est dans cette perspective-là qu'on va rendre les écoles plus inclusives, évidemment, et mettre de l'avant davantage de pratiques inclusives. Donc, ces recommandations-là visent évidemment à transformer chaque école, évidemment, notamment les écoles pluriethniques, en lien avec un lieu plutôt inclusif, si je peux dire. Donc, cette approche-là systémique, elle est essentielle et renforce finalement le bien-être de tous, les élèves comme du personnel, et contribue finalement à une éducation qui est beaucoup plus équitable et inclusive. Et ça rejoint par ailleurs les différents propos de Mel Indico qui a fait justement une conférence, un webinaire, une webconférence il n'y a pas si longtemps que ça pour le CRIFPE et ça rejoint justement ces différents éléments qu'il abordait, notamment dans son livre Developing Inclusive Schools, donc que je vous recommande également. Alors, sensiblement les mêmes conclusions. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que ça vous a été profitable. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Bissonnette, pour cette conférence fort intéressante sur les pratiques inclusives et cette recherche action qui a été, dont vous nous avez parlé. Alors, plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt et vous remercie d'ailleurs de cette présentation que vous venez nous faire à l'instant. J'ai quelques questions pour vous qui sont en lien direct avec ce que vous nous avez présenté. Une première question, quelqu'un nous demande pourquoi vous vous êtes centré seulement sur les effets déclarés. Hmm. Ben, parce que pour moi, c'est important de donner la parole justement au personnel à savoir comment je pourrais dire, comment ils perçoivent, oui, les pratiques déclarées, donc par rapport à eux-mêmes, se remettre en question. C'était quelque chose que je voulais voir de quelle manière ils en arrivaient à se remettre en question avant et après là, la formation. Et il y a quand même des questions qui abordaient justement sur quelles sont leurs perceptions de leurs collègues également. Donc, pour moi, c'est important de, de passer par ce chemin-là d'abord. Voilà. Merci. Une autre question, on a ici, quel lien établissez-vous entre une approche éthique de la bienveillance chez les enseignants et le développement des pratiques inclusives en milieu scolaire? Intéressant. Juste répéter le début, juste pour être sûr que j'ai pas de papier, je vais penser le noter. Quel C'est lien une longue question. établissez-vous entre une approche éthique de la bienveillance chez les enseignants et le développement des pratiques inclusives en milieu scolaire? Hmm. Euh, Quel lien j'établis? En fait, je dirais que moi, je le rattache à tout ce qui est les compétences socio-émotionnelles, à mon avis. Il y a quelque chose à développer, puis ça touche un autre de mes projets, OK? Et toute cette approche éthique bienveillante-là, à mon sens, se doit d'être davantage développée. Puis dans mon autre projet, je mets ça de l'avant, justement, que ça nécessite d'être davantage élaboré et développé tant chez le personnel enseignant que l'ensemble du personnel pour justement favoriser des relations davantage euh, harmonieuses notamment et d'avoir des pratiques qui sont beaucoup plus respectueuses des besoins, des caractéristiques et des défis
de tout un chacun. Donc, pour moi, c'est essentiel de développer justement ces différentes compétences émotionnelles, comme la bienveillance notamment, la connaissance de soi, la connaissance d'autrui, justement, pour avoir des pratiques plus inclusives. Donc, voilà. Merci. Une autre question. À quel point excusez-moi, j'y arriverai pas. À quel point l'interculturalité joue-t-elle un rôle dans l'intégration des apprenants immigrés selon vous? Un rôle dans l'apprentissage, c'est ça? Dans Ah oui. l'intégration des apprenants immigrés. Hmm. Ben, je pense qu'elle est essentielle parce que justement, cette moi aussi, je vais m'en fâcher en le disant interculturalité. Ah, je suis pas pire. Donc, cette interculturalité-là, elle est essentielle parce que justement, d'être mis en contact avec différentes cultures, justement, on peut le vivre de différentes manières. Donc, d'exposer justement à différentes cultures, comment ça favorise l'intégration, ben justement, on peut comment je pourrais dire, ça peut servir de modèle de dire, ah, ben je suis pas tout seul à vivre ce genre d'éléments-là, ce genre de difficultés, justement, à m'intégrer au milieu scolaire ou à m'intégrer à la société en tant que telle. Donc, voilà, je pense que c'est essentiel, puis c'est de cette manière-là que je le vois. Parfait. Merci. Justement, en lien avec ces apprenants immigrés, on a une question qui rebondit. Et pourquoi ne pas avoir questionné les apprenants immigrés par votre collègue de données? Hmm. Parce que je voulais partir, je le voyais plus en phase. Pour moi, c'est important d'aller voir, de donner la parole aux personnes qui avaient à intervenir. D'abord, auprès de ces élèves-là, parce que, comment je pourrais dire, je voulais vraiment savoir comment ils vivaient la chose. C'est vraiment ça qui m'intéressait, comment, parce que j'avais pas envie de confronter ce qui était ressorti peut-être par ce qui peut être mis de l'avant par les élèves. J'avais vraiment envie qu'il y ait une prise de conscience par soi-même, de leurs propres limites, de leurs propres barrières qu'ils peuvent se mettre. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que j'ai voulu y aller et je le voyais plus comme étant une première phase au projet et éventuellement aller plus large dans un autre projet de recherche. Donc, voilà. Je OK. voyais à long terme aussi. Merci. La participation collaborative fait-elle appel aux expériences des uns et des autres? Est-ce que c'est de là que vous avez tiré vos conclusions? Ben oui, je dirais que le comité de co-construction euh, a- était vraiment un endroit d'échange où là tout le monde pouvait justement permettre euh, de rebondir justement sur les propos, les caractéristiques, les questionnements sur leurs pratiques. Donc cette approche-là collaborative qu'on a mis de l'avant justement dans le projet. Euh, a somme toute favoriser justement l'émergence de ces différentes recommandations-là et notamment le contenu pour justement en arriver avec des pratiques beaucoup plus inclusives et à un point tel que, là je ne le disais pas dans la présentation, mais à la fin de la cueillette de données, je veux dire, j'ai travaillé avec des personnes pendant plusieurs 3 ans, ce projet-là, et les aspects émotifs relevés par rapport à ça ont été des remerciements, comment je pourrais dire, des remerciements à un point tel où euh, d'amener une plus grande culture collaborative, puis, et ça pour le bien des élèves, ils se rendent compte que peut-être qu'avant, ça marchait pas comme ça, puis que on finalement répondait pas aux besoins des élèves. Donc, ça a été de déconstruire certains modes de pensée et ça l'a amené. Je sais pas si je réponds, je pars dans mes trucs, là. Je sais pas, j'ai-tu répondu à la question? Oui, oui, J'espère, tout là, à fait. mais Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Justement, dans cette recherche collaborative, quelqu'un nous pose la question, est-ce que la formation offerte était présentée par des membres de l'équipe et vous?
Et est-ce que la consultation de la littérature pour alimenter cette formation s'est également faite par des membres de l'équipe? En fait, la formation était offerte par moi, OK? Et les participants ben, étaient au courant de ce qui allait être offert, mais ce qui était proposé, il y a eu beaucoup de choses par la suite aussi. Là, je ne le mentionne pas, mais cette formation-là aussi a amené le comité à eux-mêmes proposer des livres à acheter dans l'école et tout ça. Donc, oui, la formation, c'est moi qui l'ai offert, mais évidemment, tout le monde était au courant de ce que j'allais aborder. Mais par la suite, il y a aussi je ne l'ai pas dit, mais il y a un guide qui a été élaboré, justement, un guide de référence, où là, le comité, on avait rencontré une fois de plus le comité pour justement euh, partager davantage, encore plus de ressources, justement, trouvées par les différents membres du comité, notamment aussi. Donc voilà. Donc, peut-être en lien avec ce que vous venez de dire, peut-être que vous y avez répondu, mais quelqu'un nous disait, est-ce qu'il y a eu des suites prévues par le comité de co-construction après ce projet de recherche? Et si oui, quelles sont-elles? Ben, en fait, le projet a amené justement l'idée d'avoir ce comité permanent, en fait, dans l'école, pour justement répondre, favoriser, amener des références de plus, aborder des éléments avec les nouvelles personnes de l'école. Donc, d'avoir la permanence de ce comité-là a été justement mis de l'avant donc dans les recommandations associées avec ce comité-là. Donc, voilà. Donc, il y a eu vraiment cette prise de conscience de l'importance du projet et des suites, justement, associées. Donc, voilà. Alors, permettez-moi de vous lire au complet le petit message qui suit. Votre projet suscite un vif intérêt et offre de nombreuses sources d'inspiration et de réflexion. Je vous remercie pour ce partage enrichissant. Et concernant l'étude d'impact, avez-vous prévu un dispositif structuré de suivi et d'évaluation des pratiques inclusives sur le terrain, allant au-delà de la simple collecte des appréciations et jugements des participants, Mm. lesquels peuvent manquer d'objectivité? Oui, effectivement. Non, c'était pas prévu dans le projet. Évidemment, ça aurait été intéressant, mais disons que c'était une période. Euh, on était au lendemain, je dirais, de la COVID. Ça a été difficile de retrouver un milieu. Donc, on a été avec les sous qui nous restaient aussi. On a eu ce dispositif-là mais est-ce que ça serait intéressant de retourner dans le milieu? Certainement. J'y ai d'ailleurs pensé à mes propres frais de retourner. Donc, ça cogite, mais je ne l'ai pas encore fait, effectivement. Donc, effectivement, c'est très... ça donne juste une idée de comment a été perçue la formation, mais je dirais qu'avec la collecte de données d'eux, nous a permis justement d'aller chercher quand même des éléments plus qualitatifs sur la pertinence de cette formation-là. Donc voilà. Et toujours dans la même lignée, quelqu'un nous demandait est-ce que vous continuez présentement à suivre cette école-là? Non, c'est terminé. Je ne suis plus cette école-là. Ça s'est soldé avec ce partage-là voyons, de ce guide de référence-là qui a été rédigé justement par moi, par mon auxiliaire et qui a été justement envoyé à l'équipe école qui rassemblait tous les éléments qui avaient été soulevés en comité dans la formation. Mais malheureusement, non. OK. Et justement, au sujet du fameux guide dont vous nous avez parlé, si Ouais. quelqu'un pouvait, est-ce que c'est un document qui est disponible? Vous pouvez le partager? C'est pas un guide qui est disponible parce que, évidemment, à l'intérieur, on a accès à toutes les informations euh, sensibles, hein, qui identifient le milieu et tout ça. Donc, c'est pas actuel, mais peut-être que je pourrais faire une version. Je l'ai pas fait, mais je pourrais faire une version qui est plus anonymisée à ce moment-là, que je pourrais rendre disponible, notamment sur mes réseaux sociaux. Ça serait une bonne idée, effectivement. Parfait, merci. Et dans le même sens, on nous demande aussi à plusieurs reprises si votre présentation pourrait être rendue disponible avec l'enregistrement vidéo. Ah, ben oui, c'est déjà prévu, non? Pour D'accord, aujourd'hui, merci. oui, c'est ça. Ouais, OK. D'accord, merci. Alors, ça pourra permettre aux gens qui souhaitaient avoir des références et tout ça d'aller Ah, ben là-dedans. oui. Ben, je Euh, pourrais offrir une liste de références aussi qui avait été offerte justement dans les milieux aussi. Ça, je pourrais ajouter ça aussi si ça Parfait. peut répondre à un besoin.
Alors, si on va comme tel au cœur même de votre recherche collaborative, on a Ouais. quelques questions qui sont plus en lien avec les différents points que vous avez abordés. Quelqu'un nous demandait, est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage sur le collectivisme et l'individualisme dont vous avez parlé, hein? Hmm. Euh, oui, en fait, à ce moment-là, on voulait en fait ouvrir à la perception où que c'est pas seulement culturel. Les valeurs, souvent on associe à des gens davantage collectivistes. Donc c'était sur différents. Je vais, je vais replacer ma pensée, là, je m'en excuse. En fait, c'est que souvent on va associer par exemple certaines communautés avec certaines attitudes, et ce que j'essayais de faire, c'est de montrer que ces valeurs-là ne sont pas nécessairement culturelles parce que vous, Hélène et moi, donc on peut avoir des valeurs sensiblement pareilles, mais différentes sur différents points. Donc, c'était vraiment dans cette perspective-là. Donc, aux valeurs familiales, en lien avec le travail, la relation avec le temps, tous ces différents éléments-là, à quel niveau on se positionne. Donc, ça a fait l'objet d'une activité et justement de voir dans la salle, de voir les gens dire, ah, ben écoute, je suis davantage collectiviste, hein, je vais penser d'abord à la famille par rapport à cette question-là, ou je pense davantage à moi par rapport à tel autre aspect, fait en sorte que finalement, on se rend compte qu'il y a une diversité et de, de, de manière de voir, de valeur et que c'est pas nécessairement associé à telle ou telle communauté. Donc, c'était de briser un peu ça pour justement éviter d'avoir des préjugés à ce moment-là. Donc voilà, c'est de cette manière-là que ça a été abordé dans la formation. Donc, on expliquait en gros ces éléments-là. Donc voilà. Alors, je suis toujours en lien avec les questions des participants sur Mhm. les apprenants, en tout cas, qui sont dans ces situations-là. Quelqu'un nous demande, est-ce que le dispositif est applicable pour les élèves en situation de handicap? Ben, en fait, le dispositif, c'est le guide de référence, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui, tout à Oui, fait. OK. Ben, le guide de référence, évidemment, a été construit ça émerge d'une formation qui répondait à des besoins particuliers du milieu, c'est-à-dire, comment je pourrais dire, la particularité du milieu qui était davantage un des grands marqueurs de diversité était justement l'origine des élèves. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments à l'intérieur de ce guide-là qui peut être intéressant, certainement. On peut penser à tous les facteurs des mécanismes d'exclusion, hein, discrimination, préjugés par rapport aux personnes handicapées. Donc, c'est le même concept qu'on va interpréter différemment, mais c'était vraiment en lien avec la particularité du milieu, donc qui touchait davantage un milieu qui était davantage pluriethnique à ce moment-là. Donc, certains éléments retouchent, mais beaucoup touchent évidemment le contexte en particulier. Donc voilà. Donc, ça répond à plusieurs questions comme des participants nous demandaient pour les autres apprenants autochtones, comme vous nous le dites, Mhm. c'était associé vraiment aux apprenants du milieu dans lequel vous étiez là. Ben oui, mais il y a des éléments qui sont évidemment transférable, à mon avis. Quand on parle d'un préjugé, que ce soit un préjugé en lien avec une discrimination vécue par une personne issue de l'immigration ou une personne autochtone, ça fait le même effet, hein, la personne. Donc, il y a des éléments transférables, hein, ou ne serait-ce que, oui, le continuum individualisme, collectivisme, ben, ça va toucher évidemment tout ce qui est ça me sort de la tête, là, je l'avais tantôt, je le disais. Euh, ça me souvenir là, des éléments. Le concept de culture, inévitablement. Donc, il y a plusieurs éléments, oui, qui peuvent toucher différentes réalités, mais il y en a d'autres qui étaient justement en lien avec le contexte précis du milieu. Voilà. Parfait. Justement, quelqu'un nous demande comment le dispositif d'intervention auprès des élèves fait éviter le mécanisme d'exclusion? Le dispositif, en fait, Oui. OK. Ben, en fait, moi, la manière que je le vois, le dispositif, c'est la formation en tant que telle. Tout ce travail-là qui a été fait avec l'école, le dispositif, pour moi, c'est la formation en tant que telle. En tant que de l'avoir offert au personnel enseignant,
comment je pourrais dire, les sensibiliser aux différents, parce qu'on touche là, les mécanismes, mais sensibiliser le personnel à reconnaître les différents mécanismes d'exclusion. C'est quoi un préjugé? C'est quoi la discrimination? C'est quoi le racisme? C'est quoi tous ces éléments-là? Surtout qu'on a donné beaucoup de témoignages, de vidéos qui pouvaient être abordés avec les enfants, justement, dans leur classe. Comment aborder ces questions-là? Donc, c'est de donner des outils aussi pour que ça soit abordé dans les classes et que finalement, en tant que personne enseignante, personne du service de garde, qu'on aborde ces questions-là sans les fuir parce qu'on n'a pas d'informations, on n'a pas assez de connaissances. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là. Donc, beaucoup de références données, de vidéos, étaient aussi possiblement à être utilisées dans les classes ou dans les groupes, justement. Donc, voilà. Parfait, merci. Ben justement, on demande un petit peu pour le après, vous nous en avez parlé brièvement tantôt, mais quelqu'un a une question un petit peu plus pointue en disant est-ce que vous comptez poursuivre vos recherches autour des diversités cognitives, identitaires ou autres? Et si oui, Oui. pensez-vous que votre cadre et votre approche méthodologique seront beaucoup modifiés? Euh, Oui, j'envisage. Oui, j'ai déjà un projet qui est soumis parce que j'ai vraiment élargi dans cette perspective-là d'éducation inclusive où là, je considère l'ensemble de des marqueurs de diversité et j'ai sollicité différents membres certains professeurs, justement, m'accompagner dans ce projet-là en espérant qu'il soit subventionné ou est-ce que ça va être différent? Oui, mais différent, en fait. Ça va être davantage, à mon avis, axé sur une certaine, parce que là, je vais aller voir justement euh, les élèves, le personnel, tout le personnel de l'école. Donc, c'est un peu différent. Ce ne sera pas nécessairement une formation, mais j'élargis un petit peu plus à ce niveau-là. Donc, quand je disais que c'était une prochaine étape, c'est cela, mais euh, ça va être plus visuel à ce moment-là. Donc, voilà. OK. Toujours, on est à la recherche de vos précieux conseils. Quelqu'un nous demande quel conseil donneriez-vous à un chercheur qui souhaite lancer une étude similaire dans le domaine de l'enseignement de l'EPS? Oh, ben, ça dépend quel type. La question est trop large pour moi. Quel type de conseil vous recherchez? J'essaie de voir, je sais pas, la personne peut peut-être préciser. OK. Si elle est encore avec nous, on va lui OK. demander de nous Parce que préciser. c'est large, dans le fond, quel conseil? Ben, d'aller dans le milieu, voir c'est quoi les besoins. Je pense que c'est essentiel, là. Mais outre cela, quoi précisément? Je pense que ça me manque d'informations pour moi. Je suis désolée. Et suite aux résultats de votre recherche, je pense que vous pourriez apporter peut-être un éclairage à cette question. Bonjour, dans un pays où il n'y a pas de culture inclusive dans les esprits. Par où commencer pour sensibiliser les enseignants à la nécessité d'aider les élèves à des besoins spécifiques? C'est une bonne question, non? Ben, c'est une bonne question, mais c'est l'éducation dans le sens où il y a une sensibilisation nécessaire, hein. Donc, comment je ferais? Moi, ce que j'ai, parce que dans le projet, certaines personnes n'étaient pas nécessairement sensibilisées autant que d'autres à certaines réalités. Et pour moi, j'ai passé par un témoignage. J'ai demandé à une maman immigrante de témoigner. Et je l'ai filmé et de voire d'être confronté aux défis, justement, en posant différentes questions. L'émotion qui passait par le témoignage a touché beaucoup de personnes lors des formations. Et je pense que pour sensibiliser, il faut qu'il y ait cet aspect émotionnel-là, pour qu'il y ait un déclenchement d'une certaine curiosité, d'un désir de aller plus loin. Donc, c'est vraiment dans ce que j'ai, moi, préconisé, mais il y a différentes manières de faire, mais je pense que c'est nécessaire de cette sensibilisation-là, puis d'aller toucher la corde sensible, si je pourrais dire. Voilà. Je sais pas si je réponds à la question, mais moi, c'est comme ça que je me suis dit que c'était essentiel.
Voilà. Ben, c'est intéressant. Justement, ça rejoint peut-être une question qu'on avait. Quelqu'un nous demandait si vous avez parlé des parents, vous venez d'en parler d'une Oui. maman que vous avez interrogée, mais Oui. dans quelle mesure ont-ils pris part à votre recherche outre cette maman? Non, ils n'ont pas pris part. C'est vraiment, mon but, c'était de vraiment donner la parole aux personnes dans le milieu. Inévitablement, il pouvait y avoir des parents, évidemment, dans les gens que j'ai interrogés, mais un parent tant que tel, c'est vraiment ce témoignage-là. Je voulais vraiment ouais, je voulais vraiment partir du travail, du personnel et comment les sensibiliser à pas être influencé par ce que les autres pensent, mais se regarder soi-même et changer par rapport, possiblement, à leur pratique par rapport à leur prise de conscience. C'est pour ça que je dis à la fin qu'il y a eu des modifications chez certaines personnes, chez plusieurs, mais il y a quand même du travail encore à faire. Hein? Parce que certaines personnes, je constatais que ben, je me remets pas tant en question. Ouais. Alors, je me dis, OK, malgré tout, il y a quand même une résistance. Et je pense qu'on doit encore documenter ça, à mon avis. Donc voilà. Donc, cette auto-prise de conscience-là, c'est ce que je voulais notamment susciter dans le projet. Puis c'est pour ça que j'ai pas tant impliqué les parents, outre dans le témoignage en question. Parfait, merci. Peut-être une dernière question pour vous. Pourquoi pourriez-vous vous avoir privilégié une recherche collaborative plutôt qu'une recherche développement? Hmm. Ben, écoutez, moi, c'est ce que j'ai privilégié parce que je voyais la possibilité plus simple, plus clair pour moi, pour l'équipe, d'opter pour ce type de recherche-là. Puis, somme toute, c'est bien parce que je voulais vraiment travailler avec les équipes. C'est vraiment ça. Voilà, j'ai privilégié ça. Est-ce que ça aurait été possible autrement? Certainement. Je pense d'arriver possiblement au même résultat, pas au même résultat nécessairement. Le chemin aurait été différent, mais parce que j'avais envie de ce type de recherche-là aussi. Donc voilà. Je sais pas si je réponds à la question, mais voilà. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup, Madame Bissonnette. Encore une fois, c'était fort intéressant. En tout cas, ça a suscité beaucoup d'interventions de la part de nos participants. Euh, je vous remercie encore pour ça. Puis, éventuellement, le lien pour l'enregistrement vidéo et votre présentation seront disponibles sur le site du CRIFP. Alors, merci à tous et à toutes. Merci encore, Mélissa.